Donc moi je suis le docteur Meunier, je suis le plus vieux, non, le plus ancien cardiologue de Nouvelle-Calédonie. Pas le plus vieux, parce qu'il y en a des plus vieux que moi, mais moi je suis le plus ancien. Je suis arrivé ici en 1985, donc je venais de Marseille, où j'avais déjà une bonne connaissance du RAA, parce qu'on soignait à Marseille tout le Maghreb et toutes les valvulopathies rhumatismales. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet. Alors, comment je change par là? Voilà. Donc mon exposé il va se dérouler en 3 parties. Je vais vous faire une première partie sur les critères diagnostiques du RAA, avec les fameux critères de Jones qui ont été les dernières révisions qui datent de 2015. Après, je vais vous faire les nouveaux critères de la Fondation mondiale du cœur, la WHF, de 2023, qui viennent de sortir et qui ont actualisé les critères qui étaient sortis en 2012, dont on se servait jusqu'à maintenant, mais qui sont assez proches. Et enfin, une troisième partie importante sur la prévention secondaire du RAA. Alors, je ne pouvais pas commencer cet exposé sur le RAA sans vous parler de ce monsieur, ce docteur, c'est un éminent docteur, qui est Jean-Baptiste Bouillot, vous voyez, qui est né en 1796, décédé en 1883. Et c'est lui qui a décrit pour la première fois la maladie. Et on appelait ça d'ailleurs la maladie de Bouillot. Moi, quand j'ai fait mes études, on parlait de la maladie de Bouillot. Les plus anciens d'ici le savent. Et donc lui, c'est le premier qui a fait, alors c'était pour la petite histoire, c'était un chirurgien major des armées napoléoniennes. Donc il a fait toutes les campagnes dans son jeune âge. Et après, il s'est installé à Paris, il a fait de la recherche en neurologie, en cardiologie. Et il a sorti le traité, dans le traité des maladies du cœur, son traité clinique avec des planches dessinées, vous voyez, de l'époque. En 1835, c'est lui qui pour la première fois a décrit la maladie et qui a fait l'association entre l'arthrite et les atteintes du cœur, la pancardite et surtout l'endocardite avec des lésions particulières, des nodules d'Aschoff et un épaississement des valves. Donc voilà, je voulais le citer parce que voilà, c'est tout. Alors après, donc juste rapidement, mais là j'ai mis plusieurs plaques que j'avais fait sur d'anciens exposés. Donc c'est une maladie extrêmement fréquente. Ça, c'est des statistiques qui datent de 10 ans maintenant, où il y a à peu près au moins 30 millions alors attendez, oui, 20 millions de CRC dans le monde. Il y a surtout, c'est la cause la plus fréquente de cardiopathie chez l'enfant, le RA. Et c'est la cause de mortalité cardiovasculaire la plus fréquente chez les adultes, chez les enfants et chez les adultes de moins de 40 ans. Donc ça touche surtout des populations des pays en voie de développement. Le hotspot, c'est l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, c'est là, où ils ont une incidence de 5,7 cas pour 1000, une prévalence pardon, de la CRC chez les enfants de 5 à 14 ans de 5,7. Et nous, on est juste derrière, hein. On est en Océanie, on est à 3,5. Dans le Maghreb, ça a réduit à 1,8. Vous voyez, en Europe, en Amérique du Nord, c'est assez faible. En Amérique du Sud, il y en a encore. Les Chinois, je pense qu'ils ont minimisé leur impact. Donc voilà. Alors, nous, on a l'avantage d'être à côté de l'Australie. Et l'Australie, c'est un pays développé, mais qui a des communautés à haut risque comme nous. Les populations océaniennes, donc les Maoris de Nouvelle-Zélande et les aborigènes d'Australie. Et donc ils ont particulièrement bien étudié la question et moi je me suis beaucoup inspiré de leurs travaux. Alors là encore, sur le plan épidémiologique, je trouve plus le truc là, voilà, il est là. Donc le RA, ça touche essentiellement les enfants la crise de RA, elle touche essentiellement les enfants de 5 à 14 ans, avec un pic d'incidence de la maladie à 6-8 ans. Vous voyez, quand on regarde ça en bleu, cette courbe bleue, c'est le RAA, et cette courbe rouge, c'est la CRC. Donc vous voyez, la CRC, elle est décalée par rapport au RAA. Et le pic, donc ça commence, c'est rare avant 3 ans,
Et c'est rare après 25 ans, mais il peut y avoir encore des crises tardives passé 45 ans. Il faut savoir que cette maladie, c'était la principale cause de mortalité chez les jeunes au siècle dernier aux États-Unis. Elle tuait. C'était devant la tuberculose. Et que cette maladie a reculé, pas tellement parce qu'il y a eu l'arrivée des antibiotiques, mais simplement, comme l'a souligné Laurent, c'est le niveau socio-économique qui a permis d'améliorer les choses avec l'hygiène, la baisse de la promiscuité. Quand vous regardez, ça c'est une courbe de mortalité liée au RA. Et là, donc, c'est 1910, là, c'est 1980. Vous voyez que la courbe, elle baisse bien avant l'introduction des antibiotiques. Vous voyez, les premiers sulfamides, c'est dans les années, c'est en 1935. La pénicilline, c'est pendant la guerre, là, en 1945. On avait déjà classifié les streptocoques un peu avant 1930. Donc, c'est vraiment l'amélioration du niveau de vie et de l'hygiène, de la propreté et surtout de la promiscuité, moins de gens qui dorment dans la même, dans la même chambre. Après, je voulais vous... Alors, tout le... Oui. Ouais, pardon. D'accord. Donc, je voulais que vous regardiez cette phrase aussi. Tout le monde n'est pas prédisposé au RAA et toutes les souches de streptocoque A ne sont pas capables de causer un RAA chez un autre prédisposé. Il est probable que 3 à 5% des individus de n'importe quelle population, je dis bien de n'importe quelle population, ont une prédisposition inhérente au RAA, bien que les bases de cette susceptibilité soient inconnues, sont probablement génétiques. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 3 à 5% des individus, quelles que soient les populations, qui développeront un RAA s'ils sont en contact avec une souche rhumatogène de streptoa. Donc dans la même tribu, par exemple ici, il y a des gens qui vont faire du RAA et d'autres non. Il va y avoir des familles à RAA et donc il faudra les surveiller particulièrement. Alors les critères diagnostiques. Les critères diagnostiques, excusez-moi, c'est l'émotion. Donc elles sont basées sur les critères de Jones. Alors qui c'était ce fameux Mr. Jones, le Dr. Jones? Eh bien, alors attendez, j'ai raté mon effet, merde. Je me suis inspiré pour les critères diagnostiques et pour la prophylaxie de ce guide-là australien, des guidelines australiens. Je vous recommande de noter cette référence, la RHD Australia. Vous tapez ça sur Google ou sur l'application de votre téléphone et vous pouvez télécharger une application qui vous fait tous les diagnostics, enfin qui vous aide au diagnostic, au traitement, etc. C'est vraiment très très bien fait. Donc, qui était Jones? On va savoir. Alors c'était lui, Thomas Duckett Jones. Alors lui, c'est un Américain, c'est plus un Français. Vous voyez, il est né en 1899, donc il a vécu au début du XXe siècle. Et lui, il était à Boston. Il était originaire de Boston. Il a travaillé à Londres, à New York. Et c'est lui le premier qui a essayé de mettre en place les critères diagnostiques. Parce que c'est un diagnostic qui est difficile, qui est basé sur des critères majeurs, des critères mineurs, une preuve d'infection à streptocoque. Et donc lui, c'était le premier qui a essayé de mettre ça en place. Donc vous voyez, à l'époque... Il y avait la cardite déjà, il y avait l'arthrite, la chorée, les nodules sous-cutanés, l'érythème marginé en 1944, c'est sorti ça. L'érythème marginé était dans les critères mineurs et comme critère majeur, il y avait aussi un antécédent de RAA ou de CRC. Dans les critères mineurs, fièvre, douleur abdominale, parce que ça atteint en fait tous les tissus. On a parlé de la peau, du cerveau, de l'endocarde, et des articulations, mais ça atteint aussi le poumon, ça atteint le foie, etc. Donc il y avait donc les douleurs précordiales, les épistaxis, des signes pulmonaires, et puis des examens complémentaires avec des anomalies à l'électrocardiogramme, une anémie microcytaire due à l'inflammation, élévation de la VS, enfin des globules blancs et une évaluation de l'AVS. Donc voilà, ça c'est les premiers critères. Alors au fil du temps, ils ont été remaniés, révisés en 92, en 2003, en 2008 et ainsi de suite pour améliorer le diagnostic. Et on est arrivé aux derniers critères sortis, qui sont les critères de 2015. Donc,
pour faire simple, vous avez toujours. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans ces critères révisés? C'est qu'on va faire deux populations, les populations à bas risque et les populations à haut risque. Pourquoi? Parce que si on applique les critères stricto sensu tels qu'ils étaient faits avant dans les populations à haut risque, on va perdre des gens dans le diagnostic. On va manquer de sensibilité. Donc dans les populations à risque, comme ici, on va appliquer les critères de droite. Et dans les populations à faible risque, on appliquera les critères de la colonne de gauche. Donc il y a 5 critères majeurs de chaque côté, 5 critères majeurs. Et dans les critères mineurs, il y en a 4 de chaque côté. Alors classiquement, il y a la cardite, Laurent vous en a parlé. Alors longtemps, les Américains ne considéraient comme cardite que la cardite clinique, le souffle, le frottement, l'essoufflement, la cardiomégalie, etc. Mais ils ne considéraient pas l'écho, ce qui était alors fort dommage parce qu'il y a des formes qui sont infracliniques, où on n'entend pas de souffle et pourtant il y a une atteinte d'une valve. Donc ils ont intégré l'écho à partir de 2015, mais nous on l'avait déjà intégré grâce aux Australiens, parce que ça c'est les Américains. Grâce aux Australiens, on les a intégrés depuis plus longtemps, depuis 2012. Donc la cardite, on en a parlé. La polyarthrite, alors classiquement, la polyarthrite c'était pour tout le monde et maintenant c'est que pour les bas risques. Dans les hauts risques, une polyarthralgie devient un critère majeur. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé d'avoir une arthrite, une articulation chaude, gonflée et rouge. Si vous avez une monoarthrite aussi, c'est considéré comme un critère majeur à condition que vous ayez éliminé une arthrite septique, qui est le principal diagnostic différentiel. Bon, la chorée, c'est la même chose dans les deux cas. L'érythème marginé, c'est la même chose, et le nodule sous-cutané. Je vous en montrerai des photos pour. Dans les critères mineurs. Alors dans les critères mineurs, habituellement, on avait la polyarthralgie ou la monoarthrite aseptique. Chez les hauts risques, la monoarthralgie qui ne correspondait à rien devient un critère mineur. On a intégré ça. Donc un enfant qui a une monoarthralgie plus le reste, on peut le considérer comme un critère mineur. La fièvre. Alors, il y a une différence. Quand vous êtes à bas risque, on dit supérieur ou égal à 38,5. Par contre, quand vous êtes à haut risque, une fièvre supérieure à 38 suffit. Et si vous examinez l'enfant et qu'il est apyrétique, mais qu'il a pris des antipyrétiques, du paracétamol ou de l'aspirine, on fait confiance aux parents s'ils certifient qu'ils ont pris la température et qu'il était fébrile. Ça devient. Pour ce qui est de l'AVS, dans l'AVS, dans le bas risque, c'est 60 et la CRP, c'est 30. Dans le haut risque, c'est 30 et 30. L'allongement de PR. Alors, je voudrais que vous regardiez bien l'allongement de PR, ça peut vous servir. L'allongement de PR, il est fonction de l'âge. C'est-à-dire que, normalement, le PR, il est allongé à partir de 200 millisecondes chez l'adulte. Mais chez l'enfant, entre 3 et 12 ans, il suffit qu'il soit supérieur à 0,16 à 160 millisecondes et c'est déjà un allongement de PR. Donc ça peut vous donner un critère mineur en plus. S'il a entre 12 et 16 ans, c'est 180 millisecondes et à partir de 17 ans et plus, c'est comme pour l'adulte, c'est 200 millisecondes. Une chose à savoir, c'est que si vous avez un allongement de PR et que 1 à 2 semaines ou 3 semaines après le traitement, vous avez une régression du PR, il se normalise, c'est hautement en faveur d'un RA. S'il reste en place, c'est peut-être qu'il avait déjà un BAV du premier degré. Alors voilà, c'est pour la répartition des principaux symptômes, des critères majeurs. Donc vous voyez, la cardite, c'est la plus fréquente en fait, la cardite. 75% c'est de la polyarthrite. La chorée, ça représente 10%, c'est un peu moins fréquent, mais c'est quand même assez fréquent. Ça touche surtout les petites filles, les adolescentes, et les femmes enceintes et les femmes sous pilule, d'après ce que j'ai lu. L'érythème marginé et les nodules sous-cutanés, ils sont très rares, c'est 1 à 2%. Moi, j'ai vu qu'un érythème marginé, jamais vu de nodosité. Mais par contre, ils sont hautement spécifiques de RA.
et ils sont souvent associés à de la cardite, comme la chorée d'ailleurs. Quand il y a de la chorée, il faut les chercher, il faut les traquer le cœur. Alors, ce que je voulais vous dire aussi au niveau de la cardite, si vous avez un souffle, et que donc vous le considérez comme un critère majeur, et que vous faites une écho, et que les valves sont normales, ce n'est plus un critère majeur, on l'élimine. Donc c'est utile de faire l'écho rapidement quand il y a une suspicion de RA. Alors voilà, les fameux érythèmes marginés là à gauche, donc sur une peau claire, à droite sur une peau sombre, et les nodules sous-cutanés de Ménez, ça s'appelle. Vous voyez, ce sont des nodules entre la taille d'un grain de riz et une noisette, indolores, qui sont sur la phase d'extension des articulations et qui disparaissent comme ils sont venus. Donc, comme vous l'a dit Laurent tout à l'heure, l'atteinte neurologique, l'atteinte articulaire et l'atteinte cutanée disparaissent normalement, complètement, tandis que la cardite, elle, c'est elle qui pose le problème. Alors, les critères écho en phase aiguë d'un infarctus, il suffit d'avoir d'un infarctus, putain, secours. D'un RA, il suffit d'avoir, le critère minimum, c'est d'avoir une insuffisance mitrale ou une insuffisance aortique pathologique. Alors, on dit que c'est pathologique quand une insuffisance mitrale, elle est, vous voyez, là, elle est holosystolique, et que sa longueur est supérieure à 2 cm. Et la fuite, l'insuffisance aortique, elle est holodiastolique, vous voyez, toute la diastole, et l'extension est supérieure à 1 cm. Donc ça suffit à dire qu'il y a une cardite. On n'a pas besoin de critères morphologiques, mais on peut y associer des critères morphologiques qui sont résumés là. Alors, en phase aiguë, c'est surtout une dilatation de l'anneau, une élongation des cordages, qui sont responsables des fuites, ou une rupture de cordage, et puis il y a des nodules aussi. Le reste, c'est des manifestations chroniques. Il y a un épaississement des valves, une rétraction des valves, et on les voit plutôt dans la cardite rhumatismale chronique. Voilà, on voit la fuite en haut à droite. Alors là, c'est pour faire un peu d'iconographie sympathique. Donc là, c'est une jeune fille de 19 ans, enceinte, qui se retrouve avec ça. Donc vous voyez la valve mitrale là, qui est retenue, la grande valve mitrale qui est retenue, il y a une rétraction des cordages, il y a une symphyse des commissures. La petite valve là qui est dessous, vous voyez, elle bouge quasiment plus, elle est verticalisée. Et là, il y a un aspect en crosse de hockey. Vous voyez que la valve aortique aussi, elle est atteinte. Il y a elle est ourlée. Vous voyez, les bords libres sont épaissis. Là, quand ça se referme, c'est épaissi. Et quand on met la couleur, on voit la fuite au niveau de la valve aortique. Là, on distingue la fuite aortique qui monte comme ça. Et là, à travers, vous voyez, la valve mitrale s'ouvre assez difficilement. La petite valve ne bouge pas. La grande valve, elle s'ouvre, et il y a une accélération de flux à travers le pertuis. Comme il y a un rétrécissement, le flux est accéléré. Ça, c'est une coupe de la valve aortique, vue de dessus, si vous voulez. Il y a les trois feuillets aortiques qui sont épaissis. Et quand la valve se ferme, normalement, ça devrait être complètement étanche. Il y a un aliasing, il y a un flux qui passe à travers. Là, c'est une autre incidence, une coupe 5 cavités. Donc la valve aortique, elle est là. Et vous avez le flux qui remonte. Alors ça, c'est pas du tout la même patiente, c'est encore une patiente, mais c'est pour vous montrer une fuite mitrale. Je voulais vous montrer une fuite mitrale. Alors on peut avoir en phase aiguë des fuites. Moi, j'ai vu des gamines qui étaient adressées, elles avaient 5-6 ans, avec des crises de RA monumentales, et avec des fuites grade 4, où on se dit, c'est cuit, quoi. Il va falloir la faire opérer. Et en les traitant correctement, antibiotiques, enfin, avec sancilline et corticoïdes, elles peuvent régresser quasiment complètement. Ce qui permet de gagner du temps. Voilà, d'un grade 4, on peut passer à un grade 1. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Donc, il faut traiter, bien sûr. Pardon. Alors, une fois qu'on a tous ces critères, là, comment les organiser? Donc, pour faire le diagnostic de RA, alors il y a trois situations. Soit c'est un RA initial avéré, soit c'est une rechute, donc il y a un antécédent déjà de RA
qui est connu ou une CRC qui est connue, ça sera une rechute. Et il y a des cas où il manque des éléments. On parle de RAA probable et là on les sépare en deux, forte suspicion ou RAA possible incertain. Bon, alors le RAA initial avéré, si vous avez deux critères majeurs, qu'on a vu tout à l'heure, ou un critère majeur plus deux mineurs, le tout associé à une preuve d'infection récente à strepto A, culture de gorge, élévation des aslos, des as d'or, les tests antigéniques rapides. Avant, on comptait aussi la scarlatine, qui était typique du strepto A. Là, on a un RAA avéré. Donc deux majeurs ou un majeur plus deux mineurs et une preuve d'infection AR. Si le patient a déjà eu un RAA connu, alors sauf si la crise, elle est de moins de 3 mois. Si elle est de moins de 3 mois, c'est peut-être la même crise qui évolue. Donc il faut qu'il y ait une crise précédente de plus de 3 mois ou une CRC connue. Alors là, c'est pareil qu'en haut. Deux majeurs, un majeur et deux mineurs ou trois mineurs. Il suffit d'avoir, si vous avez un antécédent de RAA ou de CRC, si vous avez trois critères mineurs, vous pouvez porter le diagnostic de rechute de RAA. Et puis alors des fois, le RAA est probable. Alors, le tableau étant incomplet, il manque un majeur, un mineur, il manque la sérologie, etc. Donc on ne sait pas. Alors, il y a deux cas de figure. Soit votre intuition de praticien vous fait penser que c'est très, très, très probablement un RAA, jusqu'à preuve du contraire. Merde. Là, on s'inquiète, ça folle. Soit le diagnostic est incertain. On va voir l'importance de cette chose, c'est pour le traitement. Alors maintenant, on va arriver dans les critères échocardiographiques. Donc, ils sont sortis il n'y a pas longtemps, en 2023. Alors, il y a trois sous-parties là-dedans. Il y a d'abord les critères de dépistage, c'est-à-dire que quand les médecins dépisteurs vont dans les écoles, nous on a choisi de faire des dépistages en CM1 des enfants de 9 ans, puisqu'il y a le pic qui était à 6-8 ans. Après, en les dépistant en CM1, on va en ratisser un certain nombre. On va pouvoir les suivre jusqu'en CM2, parce qu'après, ils passent au collège et c'est plus compliqué. Donc on fait un dépistage, donc le médecin va dans les écoles, il fait son dépistage dans des conditions moins confortables que nous qui faisons la confirmation. Après, il y a des critères de confirmation pour une dysfonction valvulaire, les critères morphologiques de confirmation, et après on fait une classification, une fois qu'on a fait tout ça. Alors, pour le dépistage, quand le médecin va dans les écoles, il doit dépister ou une insuffisance mitrale, ou une insuffisance aortique, ou une sténose mitrale. Donc pour l'insuffisance mitrale, il faut qu'il y ait trois critères. Il va regarder la longueur du G. Avant c'était 2 cm, maintenant on a mis 1,5 si le poids est en dessous de 30 kg ou l'âge est inférieur à 10 ans, et 2 cm si le poids est supérieur à 30 kg. Ça c'est un premier critère. Il faut l'avoir sur au moins une incidence et au moins sur 2 images consécutives. Bon, c'est technique, c'est pour les échographistes, mais je vous le signale quand même. Pour l'insuffisance aortique, 3 critères aussi requis. Et là, c'est tout IA. On ne regarde pas la longueur de la fuite aortique. Il n'y a plus 1 cm, 2 cm. C'est la valve aortique fuit, on la met de côté. Sur moins une incidence et 2 images consécutives. Parce que la fuite mitrale est assez fréquente, mais la fuite aortique est rare. Donc quand elle existe, il faut se poser des questions. Et là, alors là, ils ont appelé ça sténose mitrale, bien que ce ne soit pas vraiment une sténose mitrale. C'est dès qu'il y a un mouvement restrictif des feuillets avec réduction de la valvulaire, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un rétrécissement mitral hémodynamique. Mais enfin bon, eux, ils ont appelé ça sténose mitrale. Donc s'il y a une restriction d'un feuillet au dépistage, on le compte comme positif. Donc vous voyez, dépistage positif, une IM, une IA, ou une sténose mitrale définie, dépistage négatif, absence de tout IM, IA ou sténose mitrale définie. Une fois qu'on a sorti tous ces positifs, on les envoie en confirmation. Alors pour la confirmation, on s'est inspiré des guides de 2015, là, je vais passer dessus pour ne pas alourdir. Donc, est considéré comme on va faire des critères de confirmation pour une dysfonction valvulaire. Vous avez 3 niveaux.
la fuite mitrale pathologique, la fuite aortique pathologique et la sténose mitrale. Donc pour qu'une fuite mitrale soit pathologique, il faut qu'elle réponde à ces 4 critères. Ces 4 critères sur 4. Il faut voir la fuite sur au moins 2 incidences. Parce qu'il y a 3 incidences, c'est encore mieux, mais si vous l'avez que sur un incident, une seule incidence, le critère saute. La longueur de jet, elle doit être supérieure à 1,5 si vous faites moins de 30 kg, supérieure à 2 cm si le poids est supérieur à 30 kg. La vélocité, c'est-à-dire la vitesse de la fuite en Doppler continu, elle doit être supérieure à 3 mètres par seconde au niveau du corps de l'enveloppe qui doit être complète. Et le jet doit être holosystolique, c'est-à-dire qu'il doit être sur toute la systole et au moins sur une enveloppe, parce que des fois on ne le voit pas. Alors pour ceux qui font de l'écho, parfois c'est difficile d'aligner une fuite. C'est-à-dire qu'elle est sur une incidence, elle va être protosystolique, sur l'autre, elle va être mésosystolique, et sur l'autre, elle va être télésystolique. Alors là, cette fois, ils considèrent que si vous arrivez sur une incidence, vous la voyez en proto, l'autre en méso ou en télédiastole, c'est systole ou diastole, et ben c'est considéré comme pathologique. Au niveau de la fuite aortique, c'est la même chose, sauf que la longueur de jet est plus petite, c'est 1 cm au lieu de 1,5 ou 2. Et la sténose mitrale, il faut soit un mouvement restrictif, enfin il faut les deux, un mouvement restrictif des feuillets, il faut que le feuillet soit restrictif, avec une réduction d'ouverture de la valve, et aussi il faut un gradient supérieur à 4 mm de mercure. Un gradient normal, il est inférieur à 2, donc quand il est supérieur ou égal à 4 mm de mercure, ça veut dire qu'il y a un frein à travers la valve mitrale. Mais on peut voir des gradients élevés au niveau du gradient mitral, du gradient systolique, parce que il y a une grosse fuite qui fait un hyperdébit et ça crée une sténose relative qui est qui est fonctionnelle. Donc maintenant ils ont rajouté cet item, c'est-à-dire qu'en plus, avant il suffisait d'avoir 4 mm de mercure de gradient et on avait une sténose mitrale. Maintenant il faut les 4 mm de mercure et le mouvement restrictif de la valve. Alors après, les critères de confirmation, les critères morphologiques. Donc, je vous l'avais montré sur les vidéos. Donc, sur la valve mitrale, l'épaississement de l'appareil valvulaire. Alors, 1 ou 2 critères, c'est-à-dire soit vous avez un épaississement du feuillet mitral antérieur, soit un épaississement des cordages, soit les deux, mais il suffit qu'il y en ait un des deux et vous avez un critère morphologique. La mobilité valvulaire anormale, c'est-à-dire le mouvement restrictif, je vous en ai parlé, et un mouvement excessif de l'extrémité du feuillet antérieur pendant la systole, je vous montrerai ce que c'est sur une autre diapo. Sur la valve aortique, épaississement des sigmoïdes, prolapsus d'une sigmoïde, mouvement restrictif, défaut de coaptation en diastole. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est technique, c'est de l'écho. Hein. Donc là, c'est une vue qui va vous montrer sur la mitrale. Ça, c'est une valve normale qui se ferme. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le plan de l'anneau, là, ce petit pointillé, c'est le plan de l'anneau. La valve antérieure, la valve postérieure, ça ne dépasse pas le plan de l'anneau. Ça, c'est un mouvement excessif de l'extrémité d'un feuillet mitral. Vous voyez, normalement, là, ça se ferme comme ça, et là, il y a un cordage qui est une élongation de cordage ou un cordage pété, et ça vient en arrière. Ça, c'est la maladie, ce qu'on appelle la maladie de Barlow, le prolapsus valvulaire mitral, stricto sensu. C'est une autre maladie, c'est une dystrophie du tissu conjonctif des valves. Et vous voyez, c'est une ballonisation des feuillets. Le point de coaptation reste à l'intérieur du ventricule gauche, mais le corps de la valve ballonise. C'est pour ça qu'on appelle ça ballonisation de la valve mitrale. Ça, c'est les critères morphologiques. Donc, une ouverture normale de valve, c'est comme ça. Et quand il y a une rétraction de la grande valve et une immobilité de la petite valve, ça donne cet aspect. Donc, l'aspect là en batte de hockey et le feuillet postérieur qui, au lieu de bien venir s'ouvrir, eh ben, il est bloqué. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va faire la classification. Bon, c'est un tableau un peu compliqué. Alors avant on disait borderline, on disait modéré, avéré, modéré, légère, etc. Maintenant on fait grade A, grade B, grade C. Alors je vais essayer de vous détailler ça.
Donc la grade A, ça correspond en dépistage à l'existence d'une insuffisance mitrale ou d'une insuffisance aortique légère qui sont pathologiques sans critères morphologiques. L'enfant est asymptomatique, il n'a jamais fait de RA et on découvre en dépistage, en confirmation, une fuite pathologique. Ça s'appelle le grade A. C'est réservé aux patients de moins de 20 ans. Au-delà de 20 ans, ça ne compte plus. Après la grade B. Donc là, on tombe vraiment dans la cardiopathie rhumatismale chronique, ce qu'on appelait avérée. Alors légère parce que les résultats échographiques sont légers. Il faut une fuite ou une IM ou une IA légère, pathologique, et un critère morphologique si l'individu a moins de 20 ans. Avant, il fallait 2 critères morphologiques. Là, on n'a plus qu'un seul critère morphologique. Si vous avez 2 critères, pour plus de 20 ans, il faut 2 critères morphologiques. Donc ça, c'est fuite associée à des critères morphologiques. Par contre, vous pouvez avoir aussi considéré comme CRC légère 2 fuites qui coexistent. Une IA et une IM légère qui coexistent, ça devient une CRC légère grade B. La grade C, c'est tout le reste. La grade C et la grade D, c'est à peu près la même chose. C'est quand déjà les critères échographiques sont des CRC modérés ou sévères échographiquement. Dès qu'il y a un R en fuite, dès qu'il y a un RM ou un rétrécissement aortique, dès qu'il y a une HTAP, une dysfonction systolique. C'est la même chose en échographie là et là. La grade C, c'est quelqu'un, on va commencer par la grade D. Là, c'est une CRC qui est compliquée. Elle a été opérée, elle est en insuffisance cardiaque, il y a une arythmie, une fibrillation, il y a eu des AVC, une endocardite. Donc il y a des critères, il y a des complications. Et donc c'est la grade D. La grade C, c'est la même chose que ça, mais sans les critères cliniques. C'est-à-dire qu'on sait que c'est à haut risque de complications cliniques, mais ils ne sont pas encore passés dans la complication. Voilà, donc c'est grade A, grade B, grade C. Alors ça c'est pour vous illustrer la campagne qui a été faite ici en Nouvelle-Calédonie. Donc je vais vous parler que du bas. À peu près 4500 enfants sont répertoriés, sont invités c'est des enfants de CM1 qui sont invités au dépistage. Il y en a 3832 qui se sont présentés à l'école aux dépisteurs, donc 85%. Là-dessus, on en a trouvé 397 qui avaient des anomalies et il y en a 367 qui se sont présentés chez les cardiologues pour la confirmation. Et là, on a trouvé 143 CRC, ce qui représente 3,7%. Donc sur 3832 au départ, on en sort quand même 143. 32, ce sont des anomalies congénitales. Et 192, ce sont des fuites en général physiologiques, non pathologiques. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est utile quand même. Alors la prévention secondaire, ça c'est un morceau aussi. On y va. Hein. Alors la prévention secondaire, Laurent vous a insisté beaucoup là-dessus, hein, sur la prévention primordiale, je ne le reprends pas, mais les 2 facteurs les plus importants, c'est la promiscuité. La promiscuité et l'hygiène. Là, le fait d'être à plusieurs au même endroit, ça favorise l'échange des germes. D'ailleurs, pour la petite histoire, là, pour un peu vous détendre, aux États-Unis, donc le RAA a quasiment disparu. Et dans les années 80, il y a eu des épidémies de RAA qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites dans des casernes de Marines. Donc des jeunes qui partaient, alors je ne sais pas s'ils partaient à la guerre ou s'entraîner, mais enfin bref, ils avaient été mis dans des hangars avec des lits de camp les uns à côté des autres. Et là, ces jeunes-là, dans le tas, il y en a qui avaient des angines à streptocoque et ils ont balancé ça dans tout le hangar. Et ils ont eu des pics d'incidence énormes, mais c'était localisé. Donc pour vous dire que ça reste quand même quelque chose qui est prégnant, qui peut revenir si les conditions se dégradent.
Donc la prévention primaire, il vous en a parlé aussi du traitement de l'angine, le traitement des infections cutanées. Moi, je vais vous parler de cet étage-là, c'est qu'une fois que le RAA est constitué ou une fois qu'on a trouvé une CRC, comment prévenir une rechute de RAA ou comment prévenir l'évolution de l'aggravation de la CRC. Donc elle est basée essentiellement sur l'extensiline. Alors l'idéal, ça serait en prévention primaire qu'on ait le vaccin. Mais c'est un truc qu'on n'a jamais réussi à mettre au point. Mais ça serait idéal pour pouvoir prévenir. Alors, au niveau de la prévention secondaire, alors les doses, on les a vues, ça va. Qu'est-ce qu'on utilise comme antibiotiques et surtout les intervalles, 3 semaines, 4 semaines, pourquoi, quand, comment, et surtout les durées. Combien de temps on va traiter? Donc là, j'essaie de vous synthétiser tout ça. Et est-ce qu'il faut utiliser la xylocaïne ou pas? Oui, il faut l'utiliser. Alors, le traitement secondaire du RAA, donc il est basé en première ligne sur l'extensiline. L'extensiline, bon, Laurent vous l'a dit, au-dessus de 30 kg, c'est 1,2 million. En dessous de 30 kg, c'est 600 000 unités. Les Australiens disent qu'en dessous de 10 kg, on baisse à 450 000 unités. La voie, c'est l'IM profonde. Et la fréquence, on le fait toutes les 4 semaines ou on fait toutes les 3 semaines. Alors, toutes les 4 semaines, c'est 13 injections par an. Toutes les 3 semaines, c'est 17 injections par an. Alors, on part sur la base que c'est tout le monde 4 semaines au départ. Tout le monde c'est 4 semaines, mais dans des sous-groupes particuliers, on va passer à 3 semaines. Le premier sous-groupe, c'est la CRC sévère, celui qui a d'emblée une cardite sévère ou qui a été opéré d'une chirurgie valvulaire, etc. C'est 3 semaines. Et le deuxième cas où on passe à 3 semaines, c'est quand on a une récidive confirmée, documentée de RAA, malgré une adhérence correcte à 4 semaines. Donc là, on passe à 3 semaines. Et 4 semaines, j'insiste, c'est pas un mois. Il y a des gens qui font les injections qui disent on le fait tous les mois. Le premier du mois, je fais non. Un mois, c'est 30 ou 31 jours. Et déjà, 4 semaines, 28 jours, on est un peu ric-rac au niveau pharmacocinétique. Donc on devrait mettre normalement tout le monde à 3 semaines. Et même à un temps, ici, on met à 15 jours chez les enfants avec les cardites. Bon, donc on part sur 4 semaines. Et s'il n'y a pas de récidive de RA, ben on est content, on reste à 4 semaines. Si par contre il y a une rechute de RA à 4 semaines, on passe à 3 semaines. Hein. Et si d'emblée la cardite est sévère, là on se met à 3 semaines. Alors, en deuxième ligne, dans 2 cas de figure, c'est surtout si la voie IM est impossible que l'enfant, enfin en général c'est des jeunes enfants qui ont trop mal ou qui veulent pas. Bon, à ce moment-là, on peut passer à l'oracinine, à la pénicilline V, en sachant que même bien faite, elle est moins efficace sur la prévention que l'extensiline et qu'il faut vraiment la faire en 2 prises par jour, sinon on a une mauvaise prévention. Et en cas d'allergie, on part sur l'érythromycine. Laurent vous en a parlé. Donc voilà. Alors, pour l'injection de l'extensiline, il y a une nouvelle méthode qui vient de sortir. Elle ne vient pas tellement de sortir, mais qui, on espère, va être actualisée en Nouvelle-Calédonie. C'est la voie ventroglutéale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire classiquement une intramusculaire dans le quadrant supéro-externe de la fesse, qui est réputée douloureuse, même si on met la xylocaïne, etc., on va faire cette technique. Alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais faite. D'ailleurs, j'ai dû faire une seule extensiline dans ma vie et ce n'était pas une réussite. Bon, bref. Non, donc je reviens. Non, voilà, je reviens là. Donc la patiente, là, en l'occurrence, est positionnée sur le côté. Donc on l'installe et on va repérer le grand trochanter, le fémur, le grand trochanter là avec la main droite, et la crête iliaque avec l'autre main. Donc repérage de la zone. Crête iliaque, grand trochanter. Une fois que vous êtes dans ce cas de figure, vous empaumez le grand trochanter. Vous voyez, la main est posée sur l'os du fémur, le grand trochanter, et vous dirigez votre main vers la crête iliaque avec l'index qui est positionné sur la partie
le bord antéro-supérieur de la crête iliaque. J'ai jamais fait, hein, je vous commente le truc, mais donc voilà. Voilà. Et après, vous ouvrez les doigts. Vous n'oubliez pas, sinon vous allez vous piquer en plein dedans. Donc vous ouvrez et vous piquez entre l'index et le majeur. Alors je me suis dit, comment on pique? On pique en biais? Non, on pique perpendiculaire. Voilà. Donc apparemment, d'après ce que m'ont dit Pascal et Nathalie, qui ont assisté à des injections, ça fait pas mal. Franchement, c'est une technique qui est vraiment impressionnante par la diminution de la douleur que ça implique. Et elles ont décidé de passer à 2 semaines. Non, tellement c'était bon. Ah bon, d'accord. Bon voilà, donc cette technique, je pense que vous allez la diffuser, enfin, il va y avoir des cours, etc. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors ça, c'était déjà signalé par les Australiens en 2020. Hein. On n'a pas trop fait. Alors, les durées. Alors là, accrochez-vous. Voilà. Prévention primaire, secondaire du RA, les durées. Combien de temps? Alors, il y a 4 cas de figure finalement, dont 2 cas de figure qui se ressemblent. Donc, vous avez le RA sans cardite. Un enfant fait un RA, ou un adulte d'ailleurs, sans cardite, qu'est-ce que je fais? Deuxième cas de figure, l'enfant ou l'adulte fait un RA avec une cardite. Ça va être différent. Et donc, le protocole, finalement, ça sera pour ce cas de figure, c'est les CRC avec histoire de RA. C'est-à-dire que vous dépistez une cardiopathie rhumatismale chronique et vous reconstituez une histoire de RA avant. Donc là, ça va être le même cas que ça. Et puis enfin, le dernier cas de figure, mince, oui, non. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est les CRC sans histoire de RA. C'est-à-dire qu'on dépiste un jour une cardiopathie rhumatismale à l'occasion d'un souffle ou en dépistage systématique. Et on trouve une cardiopathie rhumatismale, on interroge, il n'y a jamais eu de RA. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on reprend en arrière. Donc, un RA sans cardite. Sans cardite, ça veut dire pas de souffle, un ETT normal, une échographie cardiaque normale, parce qu'il peut y avoir des valvulopathies infracliniques, silencieuses, et ECG normaux. Le PR n'est pas allongé. Donc dans ça, c'est le cas le plus simple. On fait 5 ans. 5 ans minimum et jusqu'à 21 ans. Donc on garde toujours le 21 ans. Ça veut dire que si vous avez un enfant de 8 ans qui fait un RA sans cardite, vous ne faites pas 8 et 5, 13, je m'arrête à 13 ans. Je m'arrête à 21 ans. Donc il va rester. Si par contre vous avez un jeune homme ou une jeune fille de 20 ans qui fait un RA sans cardite, vous n'allez pas vous arrêter à 21 ans. Vous allez faire 5 ans. Donc 20 ans plus 5, vous allez faire jusqu'à 25 ans. Bon voilà, c'est pas compliqué, mais il faut y penser. Dans le cas de figure où c'est un RA hautement suspect, une forte suspicion, avec pareil une échographie cardiaque normale, c'est pareil, on dit bon ok, on n'a pas tous les critères, mais ça ressemble beaucoup à un RA, on fait 5 ans, 21 ans. Dans le cas d'un RA possible, le RA possible, c'est incertain, c'est litigieux, mais on n'a pas d'autre diagnostic. Donc on va par précaution, on va le traiter, mais on le traite qu'un an. C'est bientôt la fin. Voilà. On le traite pendant un an sous extensiline et on le réévalue. Voilà. Deuxième cas de figure. Le RA avec cardite.
Donc, si c'est une cardite légère ou même simplement un BAV, dès qu'il y a un BAV, on considère que c'est de la cardiopathie. Donc, au lieu de 5 ans, on passe à 10 ans. On reste sur le 21 ans. Mais c'est 10 ans. Et pour arrêter, comme là, il y a une cardiopathie, il faut que le TT, on le suit, on fait un écho tous les ans. Et si le TT est stable sur 2 ans successifs, on peut l'arrêter à 21 ans ou au bout des 10 ans. Il faut avoir cette stabilité de l'écho. Le deuxième cas de figure dans les RA avec cardite, si la cardite est modérée, alors c'est toujours 10 ans, mais là, au lieu de 21 ans, on passe à 35 ans, ce qui fait déjà plus long, hein. Donc 35 ans. Et enfin, quand il y a une cardite sévère, donc la grade D, on fait 10 ans et on fait 40 ans. On s'arrête à 40 ans, donc ça fait assez long. Et puis voilà. On peut être amené à le réduire si vous avez des personnes qui sont dans ce cas très âgées, en fin de vie. Bon, on peut, sous la pression familiale, on peut arrêter le traitement parce que le pronostic n'est pas génial. Donc voilà. Enfin, les CRC, on trouve une CRC et il n'y a pas d'histoire de RA. Donc là, c'est encore différent. Donc la grade A, bon, c'est celle qu'on a vue, on la découvre en dépistage. Il y a une fuite aortique ou mitrale pathologique, mais sans aspect morphologique. Alors c'est à l'appréciation du praticien. Il y en a qui initient un traitement quand même. Ils considèrent que c'est une CRC et ils traitent. Il y en a d'autres qui ne traitent pas. Moi, j'ai été amené à traiter dans ces cas-là, en dépistage, quand il y a une grosse histoire de RA familiale. Le père, la mère qui ont été opérés du cœur, etc. Donc cela, j'ouvre le parapluie, hein, dans des conditions plus de vie sommaire. Donc voilà. Si on introduit, alors ceci dit, si on introduit l'extensiline, on réévalue entre 1 et 2 ans, et s'il n'y a pas de U de RA, et si l'écho s'est normalisé, on arrête le traitement. Par contre, s'il y a toujours le même aspect de d'IA pathologique ou d'IM pathologique, pour certains, il faudrait continuer le traitement. Moi, la plupart des borderline, enfin des grades A, ils n'ont pas de traitement, mais on les suit régulièrement. Et s'ils passent en avéré, ben on va les mettre sous traitement. Après, la grade B, donc c'est une CRC légère. Alors il y a 2 cas de figure quand il y a une cardiopathie avérée, donc grade B, c'est-à-dire qu'il y a des signes, il y a des fuites plus des critères morphologiques. Il y a 2 cas de figure, soit il a moins de 35 ans, soit il a plus de 35 ans. Alors tout de suite, on va aller au plus simple. Quand l'individu a plus de 35 ans, on ne fait pas de prévention. S'il a moins de 35 ans, par exemple 34 ans, hein, il n'a pas de bol, à 34 ans il arrive, on lui trouve une CRC légère, il faut que je le traite ou jusqu'à 21 ans, ou jusqu'à 5 ans. Mais comme il a 34 ans, ben il va en avoir jusqu'à 39 ans. Voilà. Pour la grade C, si elle est modérée, pareil, supérieur à 35 ans, pas de prophylaxie. Inférieur à 35 ans, âge inférieur à 35 ans, on traite pendant 5 ans après le diagnostic ou jusqu'à 35 ans. Là, c'était jusqu'à 21 ans. C'est toujours 5 ans, 5 ans. Là, c'est 21 ans. Là, c'est 35 ans parce qu'on est en grade C. Et enfin, quand on est en grade D, donc là, il n'y a plus 35 ans, pas 35 ans. Le tarif, c'est 5 ans. Et ou jusqu'à 40 ans, le plus long des deux. Voilà. Et ça, c'est, si vous voulez lire, c'est de l'anglais. Donc, et voilà. Et puis, j'ai fini. Voilà.